Salut à tous, bienvenue. Si vous souhaitez connaître le parcours d'Avner Bensoussan, chirurgien plastique, esthétique, spécialiste de la chirurgie réparatrice également, qui a fait son ALIA depuis 2003, vous en avez sûrement entendu parler, mais vous êtes curieux de connaître son parcours. Eh bien, restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Avner Bensoussan. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Super. Un générique qui vous va très bien. Oui. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Mais oui, parce qu'il faut quand même préciser que vous êtes chirurgien plastique, on l'a dit, mais que vous avez été le premier à obtenir votre équivalence de la part du ministère de la Santé israélien comme chirurgien esthétique diplômé de France. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai, c'était il y a combien d'années ? C'est vrai, j'étais moi-même étonné lorsqu'on me l'a donné, que la personne du ministère m'a dit « Vous êtes le premier à qui je donne ce diplôme, en tout cas de France ». C'était en 2005, donc 2 ans après mon ALIA. C'est pas que ça ait pris autant de temps, c'est que j'ai mis un peu de temps avant de me faire reconnaître les diplômes, mais c'était une belle surprise et j'étais très fier. Donc j'imagine qu'à l'époque, si vous étiez le premier, ceux de votre spécialité vous ont pris pour un fou de monter en Israël, une époque où on disait c'est un beau métier, mais tu vas crever la dalle. Oui, pas simplement ça, parce qu'en 2003, je vous rappelle que c'était encore l'intifada. Ouais. Et que j'étais installé, voire très bien installé on peut le dire, faites-nous rêver, allez. Faites-nous rêver. Vous voulez que je vous raconte rapidement oui, vous étiez dans le 7e, face à la Tour Eiffel. Alors, face à la Tour Eiffel, et alors comment ça s'est passé ? J'ai eu un coup de fil d'une personne d'une personne éloignée de la famille qui a dit on organise un Shabbat pour les médecins, on va parler d'Israël. J'ai dit bon, ok, pourquoi pas. L'ALIA n'était pas du tout au programme. Pas simplement pas du tout, je n'y pensais même pas, et on n'avait pas mis les pieds en Israël 10 ans auparavant. Donc j'ai dit pourquoi pas, et on s'est retrouvé un Shabbat avec plein de familles qui étaient très motivées pour partir et faire leur ALIA, avec monsieur Shalom Var qui nous a donc contactés. Et je la fais très courte parce que ça peut être un peu long. On s'est donc retrouvés en fin de repas, tous dans une grande salle. On était à peu près une 50aine, et chacun était là à donner le pourquoi de leur ALIA, pourquoi ils voulaient quitter la France. Oui. Alors les uns c'était pour l'antisémitisme, les autres pensaient qu'ils pouvaient pas voir leurs enfants grandir en France, etc., etc. Ils sont arrivés à moi. Et j'aurais dit, je suis désolé, je vais vous décevoir, je suis là par hasard. Je voulais pas j'ai dit à ma femme, Valé, tu vas pas préparer Shabbat, on va partir juste pour un repas et pour se détendre. Donc, je leur ai dit, j'ai fait 15 ans d'études, je me suis installé, il y a maintenant 4-5 ans, ça commence à très très bien marcher, c'est pas demain que je vais faire l'ALIA. Ouais. Faut quand même préciser que vous avez, avant votre cabinet privé, vous étiez chef de clinique à l'hôpital Henri Mondor, vous faisiez aussi chirurgie plastique, esthétique et de la reconstruction, notamment sur des cas graves, accidentés de la route, cancer du sein, etc., etc. Exact. Mais juste pour finir cette histoire qui était un petit peu incroyable, c'est que parmi toutes ces personnes qui étaient présentes, on a été presque les seuls à faire la ALIA. C'est-à dire que les gens étaient super motivés, par contre ils ne sont pas partis. Alors on est partis la même année. Et ça a été... Non, mais attends, vous allez un peu vite en besogne. Comment on arrive dans un Shabbat où on dit non, mais je ne suis pas du tout concerné. Arriver l'année même, j'imagine l'été d'après, à faire son ALIA. Exactement. Comment c'est tout un parcours. Après, c'est très bien fait parce qu'en fait, ils mettent les gens qui se correspondent, des gens qui se rencontrent relativement régulièrement. Et à un moment, je me suis dit, ma femme voulait, votre femme était très partante. Par contre. Et puis moi, je ne voulais pas du tout. On peut comprendre. Voilà, j'ai dit, écoute, je suis venu. Après, on a fait même un petit voyage. J'ai dit, bon, c'est très joli tout ça, mais c'est hors de question. Un voyage d'études. Et je me suis posé la question au bout d'un moment, c'était je sais pas, au mois d'avril, je me suis dit, écoute, si tu fais pas ça maintenant, tu le feras jamais. Mais vous étiez sioniste à la base quand même, parce que pour remettre en cause 15 ans d'études, etc., pour jamais avoir pensé vivre en Israël, il faut quand même un petit truc, vous aviez une petite base. J'étais probablement sioniste comme tous les Français, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parlait ou qu'on évoquait le sujet d'Israël, on était face à la télévision et on était prêt à l'écoute. Mon père avait fait la guerre il y a très longtemps, et donc pour lui, même la guerre en Israël pendant ouais. Et donc il nous en parlait, mais sans vraiment nous en parler, Hatzmaout. D'accord, la guerre. Ah oui, la guerre d'indépendance. Ouais. D'accord. Et donc, et pas simplement ça, c'est que après, en fait, c'est devenu comme une sorte d'évidence et de cohérence. J'étais pas forcément sioniste, j'étais
pas forcément religieux, mais un peu quand même. Et je me suis dit, mais attendez, dans les prières, on parle en permanence d'Israël, de Sion, etc. C'est comme si on vous avait ouvert les yeux. Oui, et puis je me suis dit, mais attends, voilà, maintenant tu as une opportunité qui va probablement pas se représenter. Si cette porte se ferme, tu feras comme tout le monde, tu vivras avec ta Porsche à Paris et tu feras ton alia parce que tes enfants partiront à la retraite. Et une autre petite anecdote, c'est lorsque je fréquentais une communauté relativement religieuse à Paris, et c'est justement ces gens religieux m'ont dit, mais ne pars pas en Israël parce que tes enfants, c'est une perte pour tes enfants, ils apprennent l'histoire d'Israël comme ils apprennent l'histoire de France, en tout cas la Torah comme ils apprennent l'histoire d'Israël et l'histoire de France, enfin tout le monde là pour te décourager. Alors je lui ai dit, et c'est très marrant, un monsieur donc avec une barbe très longue, un rave, je lui ai dit, écoute, ça m'est venu comme ça, j'ai dit, écoute, tu sais, tu me fais penser à comme un étudiant, un Chaver, qui étudie dans la Maseret, dans la Gemara de Nisuim, comment on va se marier, et qui est célibataire, et il y a son copain qui tape à la porte, qui lui dit, attends, j'ai quelqu'un à te présenter, et toi, tu dis, non, je suis en train d'étudier. Tu vois, j'ai eu à peu près la même pensée. Je me dis, attends, maintenant on me dit, l'essentiel, elle est à portée de ta main, tu n'y vas pas, mais tu passes à côté de l'essentiel. Alors, comment on fait quand on décide en quelques mois, finalement? Parce qu'avril, jusqu'à l'arrivée en Israël en été, quelques mois, on fait quoi? On liquide le cabinet, on fait des allers-retours, on pose des jalons, on appelle des collègues en Israël. Comment on fait? Clairement, parce qu'il y a beaucoup de gens, aussi médecins, qui nous regardent peut-être et qui se disent il est fou, quoi. Ouais. Alors c'est ce qu'ils ont. Beaucoup ont pensé que j'étais fou, mais quand ils l'ont su après, parce que je l'ai pas dit, les absents ont toujours tort. Donc comme j'ai continué une activité en France, j'étais obligé d'être, on va dire, discret. Mais ça s'est très bien passé. Donc pendant 4-5 ans, j'ai fait des allers-retours, mais qui ont été de plus en plus espacés. Jusqu'à vendre ton cabinet? Jusqu'à vendre mon cabinet, et jusqu'à ce qu'en fait je n'en puisse plus, parce que même je développais en même temps en Israël, donc c'était impossible de travailler là-bas. J'étais en permanence en train de travailler. Je travaillais même le dimanche quand j'arrivais à Paris. J'opérais et je repartais en fin de semaine. Donc il fallait bien sûr faire un choix, et c'était logique de laisser la France à un moment donné. Mais j'ai eu un autre signe, on va dire, pendant cette période, où je me suis dit que moi je suis Shomer Shabbat. Donc bien sûr, le vendredi, quand je finissais ma semaine à Paris, j'étais toujours très angoissé en fait de couper le téléphone et ne pas être en relation avec mes patientes jusqu'au Motzei Shabbat. Et là, ça voulait dire que pendant une semaine, j'allais quitter mes patientes de France et puis une semaine quoi? Pendant le voyage d'études? Non, pendant le voyage quand j'étais en Israël, quand je faisais l'aller-retour. Ah, d'accord, ok. Et il est arrivé qu'à un moment, on était en Tioul, et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones avec les photos, etc. Et j'ai 2 patientes qui m'appellent de France et qui me disent, vous savez, docteur, je dis quoi, moi, ça va être une catastrophe. Vous savez, on voulait vous dire quelque chose. D'abord, on est très contente de notre intervention. Et puis, on n'a jamais vu un médecin aussi proche de ses patients. Et j'étais à 5000 km. Je dis, là, c'est un signe du ciel. Ça veut dire que ça va marcher. Je continue. Oui, j'imagine. Alors, vous nous parlez comme ça d'avoir mené 2 activités de front, et pourtant, vous ne parliez pas l'hébreu. Oui. Vous n'avez pas eu le temps d'aller à l'Ulpan pour le coup. Alors, comment on fait ça? Alors, ça aussi, c'était... si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent faire ou qui envisagent l'ALIA, c'est vraiment de s'y mettre dès qu'il y a un soupçon de velléité d'ALIA. Oui, parce que ça manque énormément. J'ai pas eu le temps de faire l'Ulpan comme il le faut, donc je parlais pas du tout l'hébreu. Pour vous dire le niveau, c'est que quand j'étais au stage à Krylov, pendant les 2 premières semaines, les gens dans le couloir me croisaient et me disaient Alan, qui veut dire bonjour. Et moi j'ai dit non, Avner. Avner, il m'a fallu 2 semaines pour comprendre que Alan, ça voulait dire bonjour et non pas mon prénom. C'est un mot d'arabe. Ouais. Donc c'était pour donner mon niveau d'hébreu. Après j'ai parlé en anglais. C'est vrai qu'il y a des médecins quand même qui se sont vus refuser leur équivalence parce qu'on leur a dit c'est pas possible, il faut que vous appreniez quand même un minimum d'hébreu. Comment vous êtes débrouillé? J'ai la chance dans mon métier de savoir dire couteau, fourchette, pour pouvoir opérer, on n'a pas besoin tellement de plus. Et puis au niveau de la gestuelle, ils ont vu que ça va, je maîtrisais. Et puis après on apprend sur le tas progressivement. L'hébreu professionnel. L'hébreu tout court d'abord, et puis l'hébreu professionnel. Au départ c'est très très restreint, et puis
Et puis on a la capacité de s'adapter, donc c'est ce que je pense avoir fait. Donc l'écriture aussi est venue grâce à quoi? L'écriture est venue... Google Translate. Exactement. L'écriture est venue grâce à Apple et ses applications. Et ça aussi c'est un conseil, c'est tant que vous ne parlez pas ou vous n'écrivez pas dans la langue du pays, alors vous êtes considéré comme, ou pas considéré du tout, ou considéré mais de façon en second degré. Donc grâce à la technologie, comme je parle parfaitement, donc je parle sur le téléphone et j'envoie donc des messages en hébreu. Sinon j'écris, mais ça prend beaucoup de temps. Ça aide énormément, les applications, ça aide à réussir. Ouais. Alors c'est un peu, on va dire, une alia réussie, mais vous avez trouvé exactement l'inverse de ce qu'on vous avait dit en fait, au niveau de la corporation, au niveau de vos collègues. Alors comment s'est passée l'intégration? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est très difficile, d'autres nous disent non c'est facile. Est-ce que vous avez eu un truc, une façon d'agir qui fait que les choses ont été plus faciles pour vous? C'était pas une stratégie, c'était ce que je pourrais dire, c'est que non, j'ai pas trouvé de difficulté que ce soit dans la reconnaissance de l'équivalence. Ils m'ont reconnu rapidement parce qu'ils ont vu, en fait, ils se sont renseignés, ils ont vu que j'avais fait le cursus j'ai fait 15 ans d'études et que j'étais déjà installé. Et ils ont appelé pas mal de chirurgiens quand je suis venu et que j'ai voulu m'inscrire à la société. Et en me présentant, il m'a dit c'est pas à la société de chirurgie plastique israélienne, ouais. Il ne te présente pas, on te connaît déjà, on s'est renseigné sur toi. Donc, et les bonnes surprises plutôt, c'est que on m'avait prévenu d'un monde très chasse gardée, avec une sorte de mafia qui fait attention à ce que personne ne rentre dans leur faire ta place. Voilà. Alors qu'ils m'ont accueilli très très généreusement avec le sourire. J'ai de très très bons amis, j'ai de très bons rapports avec quasiment tous les chirurgiens en Israël. Mais c'est quoi ce qui fait que on vous a accepté? Je sais pas je pense que bien sûr le cursus, le fait qu'ils ont vu que il y avait derrière le bonhomme quelqu'un qui savait opérer et qui avait de l'expérience, parce que il faut pas oublier que moi quand je suis arrivé, étant donné que j'ai commencé médecine à 17 ans, j'ai fini à 29 ans d'être chirurgien reconnu. Ici, quand je suis arrivé, les gens de mon âge étaient en début d'Itmahut, en début de spécialisation. C'est difficile. Donc, ce décalage, j'imagine. C'est difficile. Pour eux, oui. Parce que vous avez des gens qui ont votre âge qui disent ouais, on aimerait venir voir comment tu opères tel ou tel, surtout en esthétique, où c'est vrai ils sont très au point au niveau réparatrice, hélas, parce que du fait de la guerre, des attentats, etc. Mais au niveau de l'esthétique, le seul problème qu'il y a peut-être ici, c'est qu'il y a une ou deux écoles, donc les gens vont toujours voir les mêmes personnes, les mêmes chirurgiens, ils font toute leur spécialisation dans le même hôpital, dans le même service, donc ils voient toujours la même chose, les mêmes techniques. La chance qu'on a en France, c'est que nous avons, ne serait-ce qu'à Paris, 12 écoles de chirurgie esthétique, donc on a la possibilité tous les 6 mois de changer et de voir des techniques différentes. Et de s'améliorer, forcément. De s'améliorer, au final, faire une sorte de cocktail de notre technique à nous, qui nous est propre et qui permet peut-être de faire avancer les choses, en tout cas. Alors, dans ce pays un peu, je ne veux pas dire macho, mais enfin bon, ils sont quand même de fortes personnalités. Est-ce qu'il faut faire profil bas, même si on est meilleur qu'eux ? Alors ça, c'est aussi un conseil à donner. Il faut surtout faire profil bas, même si on a l'impression de connaître les choses Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Encore une fois, c'est pas une stratégie, c'est ma façon d'être. J'ai du mal. Je ne vais pas prendre la parole si on me la donne pas. Et c'est ce qui a peut-être aussi facilité les choses, parce que vous venez pas avec votre savoir en disant moi je fais comme ça, moi c'est comme ça. Non, vous faites n'importe quoi. Ouais, les grandes gueules, ils aiment pas trop. Les grandes gueules, ils aiment pas. Même si vous avez raison, au bout d'un moment, on va vous trouver un problème. Donc moi, ça s'est passé en douceur et vous avez pris votre temps aussi. J'ai pris mon temps. Non, ceci dit, non. Quand j'ai eu le diplôme, c'est-à-dire quand j'ai été reconnu médecin, oui. D'accord. Donc ça a été très vite. Ça m'a pris 3 mois. Oui, mais je veux dire vous avez travaillé un peu à l'hôpital, vous avez parlé avec même échangé avec vos collègues, mais vous n'avez pas brûlé les étapes avec eux. Vous avez été... Non, avec eux, non, surtout pas. Il faut pas brûler les étapes. Vous avez été rapide pour monter votre cabinet, etc. Mais avec les professionnels, vous avez
exactement. Mais la pédale douce. Ouais, c'est très important. C'est vraiment un conseil à donner, même si vous nous, êtes... on est preneurs de conseils. Alors, je conseille l'hébreu, profil bas, ça c'est très important, et puis la motivation, et je dirais, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé et ce que je donne comme exemple souvent, c'est un peu comme dans Indiana Jones, le 2e épisode, à un moment, il faut mettre le pied dans le vide et la poutre va apparaître. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'avoir toutes les données, les paramètres parfaits pour faire la lien. Il faut bien sûr avoir un minimum de paramètres positifs, mais il faut y aller parce qu'on n'aura jamais les mêmes conditions, on n'aura jamais tout parfait. Si on s'attend à avoir tous les paramètres, alors c'est sûr qu'on va trouver peut-être plus de difficultés après, parce qu'il y a un moment où il faut prouver, on va dire, sa confiance. Alors vous avez fait aussi le choix, vous qui avez eu des responsabilités au sein de l'hôpital Henri Mondor, vous auriez pu, et puis c'est toujours super gratifiant de travailler à l'hôpital israélien, de soigner ses corélégionnaires. Certains sionistes en ont rêvé. Vous avez pourtant fait le choix du secteur privé, bien que vous travailliez encore quelques collaborations avec l'hôpital. Pourquoi ? C'est trop compliqué ? Parce que ici en Israël, le secteur hospitalier demande quasiment un plein temps et que je n'ai plus après 20 ans de spécialisation ou peut-être le courage et l'énergie de donner un plein temps et de ne commencer mon activité privée qu'à partir de 4h de l'après-midi, ce qui veut dire que vous rentrez chez vous à minuit tous les jours. C'est ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Simplement, bien sûr, c'est vrai que j'opère une trentaine par semaine, une trentaine de cancers de la peau, quasiment gratuitement avec des petites reconstructions. Ça, c'est mon côté, je donne à la société. Et des reconstructions de seins notamment. Mais c'est surtout le secteur esthétique que j'ai développé et que j'aime beaucoup et que... Ouais. Donc vous avez fait ce choix-là. Alors, est-ce que j'imagine que bien que vous ayez appris l'hébreu, etc., est-ce qu'il ne reste pas quand même dans la façon d'échanger les informations une petite difficulté parce que apparemment vous êtes un homme de précision et s'exprimer avec tout la panoplie que sa langue maternelle offre et qui n'est pas le cas en hébreu, est-ce que c'est toujours encore une petite frustration? Oui, ça restera, je pense, toute notre vie en tant que Olé Hadash. Il y a peut-être Olé Vatik maintenant, 16 ans. Ça y est. Exact. Mais on aura toujours, en tout cas me concernant, j'aurai toujours la difficulté. Enfin, je ne pourrai jamais m'exprimer parfaitement comme je peux le faire avec des collègues en français sur les différentes, de façon précise, parce que les mots, c'est vrai que je parle bien l'hébreu, mais on va pas avoir la même précision et ça me dérange un petit peu. Mais je pense que à part ça, bien sûr, tous les bons côtés que je trouve à côtoyer les Israéliens, les collègues israéliens, estompent un peu ce problème-là. Ouais. Opérer à Tel Aviv, vous qui avez beaucoup opéré à Paris, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir au niveau des gens, de la patientèle, elle est très très différente. Oui, la patientèle est complètement différente. Elle est même, je dirais que c'est très enrichissant dans le sens où en fait vous avez le monde entier qui est à Tel Aviv ou qui est en Israël, que ce soit des Français, des Israéliens, des Sud-Africains, des Russes, des Arabes. J'ai beaucoup de patients arabes. Des Brésiliens. J'ai donc en permanence au sein d'une même journée... on fait le tour du monde et c'est toujours très très enrichissant. Ce qui était moins le cas à Paris, où à Paris vous aviez surtout les Parisiens avec cette façon de parler que l'on connaît. Ici, quand je consulte à Tel Aviv, à Ashdod ou à Ra'anana, c'est des gens différents ou des gens même de Jérusalem et j'aime beaucoup parce que cet échange qui est permanent et qui est enrichissant encore une fois. Alors, est-ce qu'ils sont bons quand même, parce qu'il y a beaucoup de congrès nationaux, internationaux, on voit des Israéliens aussi dans votre domaine, ils sont bons les Israéliens, en quoi sont-ils forts? Ils sont très bons, les Israéliens sont très bons, je dirais qu'ils sont particulièrement bons dans le domaine de la reconstruction du fait de la conjoncture israélienne, dans le domaine du traitement des brûlés, de la réparation après accident ou après attentat. Il y a peut-être en esthétique, comme je disais tout à l'heure, le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule école, donc on voit à peu près toujours les mêmes techniques, un peu standardisées.
Et moi, ce que j'aime, au contraire, c'est d'adapter la technique qui est toujours très particulière à la personne qui est en face de vous, en essayant, et généralement c'est la touche qu'on aime donner en tant que Français, de garder le naturel, parce que ça c'est très important. On a plus une tendance ici à être comme l'école un peu américaine, où c'est un peu le too much, que ce soit comme on voit parfois les injections de silicone, vous avez sûrement dû voir dans la rue, des bouches un petit peu de canard. Donc ça, c'est ce que j'évite, et que ce soit dans les injections, que ce soit aussi dans la chirurgie, de garder le naturel, ça c'est très très important. Alors, juste pour finir, on aimerait savoir qu'est-ce que vous préférez opérer, tout simplement. Alors, j'ai eu la chance, par ma formation et de par le nombre d'années, de toucher à tout en chirurgie et en réparatrice. J'avoue que j'ai Parce qu'on voit plein de visages qui s'affichent. Oui, donc, j'ai un petit faible pour tout ce qui est le traitement du visage, le traitement esthétique du visage, que ce soit la chirurgie comme les mini-liftings ou les paupières ou le cou, mais aussi le traitement par les injections. Bien sûr, vous en avez sûrement entendu parler. Je pense qu'un médecin, un chirurgien ou un médecin se doit de connaître l'ensemble des techniques concernant l'esthétique pour le visage. Je pense qu'un patient qui va voir un médecin qui ne fait qu'une technique, ou que ce soit que de la médecine esthétique, peut-être que la médecine esthétique, c'est-à-dire les injections, vont être indiquées de façon excessive, et parfois il ne faut pas faire d'injection parce que ça va alourdir le visage. Et inversement, un médecin qui ne fait que de la chirurgie aurait tendance à trop proposer la chirurgie, alors que parfois des injections pourraient faire l'affaire. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une vue panoramique de l'ensemble des techniques pour pouvoir indiquer à la patiente ce qui est le mieux au moment où elle vient vous consulter, et non pas simplement ce que vous savez faire, parce que vous ne savez faire que ça. Il faut savoir même diriger ou orienter les patientes chez quelqu'un d'autre, ou dire que vous ne faites pas la technique si vous ne la faites pas vraiment. Bon, alors juste avant, je vous ai dit que c'était la dernière question, mais j'en ai encore une autre. Je sais que beaucoup de gens de France, de médecins, de chirurgiens vous contactent pour savoir si oui c'est possible, comment on fait pour s'intégrer. J'imagine que vous avez beaucoup donné de conseils. Est-ce que vous continuez à le faire? Est-ce que vous êtes prêt à continuer à le faire? Oui, bien sûr. Juste pour finir, je disais aussi que je fais beaucoup de visages, et aussi bien sûr la poitrine qui est très demandée en Israël, tout ce qui est remontée de la poitrine après allaitement, après accouchement, c'est aussi un domaine de mon activité très important. Concernant les conseils, oui, alors on m'a pris pour un illuminé à l'époque, puisque quand on a su que j'étais parti, tout le monde m'a pris pour un fou. C'était à l'époque de l'intifada, à l'époque, bien sûr, où donc j'ai laissé un cabinet qui marchait très bien. Enfin, en tout cas, j'ai mis en stand-by un cabinet qui marchait très bien, avec des relations très 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 importantes à Paris et en France. Et ces mêmes personnes qui m'avaient pris pour un illuminé m'ont appelé souvent, me disant: écoute, Avner, tu sais, tu étais un précurseur et on aimerait savoir comment faire pour te rejoindre en Israël. Alors bien sûr... Vous tendez la main, vous en avez pris en stage, je sais pas, vous avez pris... À chaque fois qu'on me demande, je rencontre les chirurgiens, les médecins. J'ai fait partie on me demande aussi, parce que pour intégrer un médecin, un chirurgien ici, alors ça passe par un conseil, donc on m'a souvent demandé: est-ce que tu le connais, est-ce que c'est quelqu'un qui fait des recommandations? Et je crois que j'ai toujours donné du positif concernant toute personne en fait qui voulait faire l'Aliyah, parce que je pense que on a tous notre place ici, et que même si c'est un peu difficile au départ, on y arrive. Bon, alors installé aujourd'hui, on l'a dit, vous avez un cabinet à Ramat Aviv, vous opérez, Ashdod et Ranana, ce sont des succursales où vous donnez des conseils. Vous vivez à Ranana, 5 enfants, tout le monde est bien intégré? Ouais, ça a été dur pour eux ou pas? Encore, j'ai pas trouvé vraiment de difficultés particulières. Ça a été dur. Oui, ça a été dur, bien sûr, le fait de faire de l'Aliyah pour quelqu'un comme moi, qui est très terre à terre, qui avance pas à pas et qui ne met pas un pas en avant sans avoir été sûr d'avoir bien pris appui. La sécurité, pour moi, c'était, je considérais ça comme une sorte d'accouchement, un lâcher-prise qui n'est pas du tout celui qui me connaît en rapport avec ma personnalité. Donc j'ai fait ça, c'est le pire. Une fois que j'ai fait ça, pour moi, tout le reste était beaucoup plus très simple. Plus fort après? On est énormément plus fort, je pense. Parce qu'on est, en fait, on n'est pas conscient des capacités que l'on a. J'ai fait l'Aliyah en plus dans des endroits qui étaient considérés comme très dangereux à l'époque. Vous étiez au début? J'étais à Ofra pendant 1 an, donc dans les Shtachim, en pleine intifada. Donc je vous dis, c'est faire déjà partir dans un pays que vous n'avez pas vu depuis 10 ans,
amenez toute votre famille, laissez un métier qui marche très bien à un endroit, dans un endroit où, donc dans les shtachim, où... Je pense que la chirurgie esthétique dans les shtachim, on s'en fout un peu, quoi. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça qu'on est passé après... à Ranana, c'était plus simple. Ouais, c'était plus simple. Et donc on repousse nos limites, on n'est pas conscient de nos limites. Et je le dis comme un conseil, on a l'impression d'être en fait enfermé dans une sorte de carcan. C'est pas du tout le cas. Moi qui suis très terre à terre et logique, j'ai réussi à casser ces limites et j'en suis très content et très fier parce que encore une fois, c'était pas prévu du tout. Ouais, c'était pas prévu. On dit bravo à votre femme, je crois aussi, parce c'est que surtout elle, oui, parce que sans ça, vous ne seriez pas là, c'est sûr. Non. Et c'est sans regret? Aucun regret. Vous ne regrettez pas la vue de la Tour Eiffel, non? Je l'ai vu la semaine dernière, ça m'a suffi, j'ai pris une photo. Bon, alors on continue. C'est les gilets jaunes que je regrette, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai. Bon, en tout cas, on vous laisse retourner à vos patients et puis on vous souhaite de continuer de vous développer. En Israël, vous avez peut-être des projets, d'autres projets? J'ai d'autres projets, mais j'espère que vous m'inviterez une nouvelle fois pour en parler. On va pas tout dire du premier coup, d'accord. Vous reviendrez, vous êtes ici chez vous. Merci. Voilà, j'espère que les auditeurs de Qualita, ça leur a donné peut-être un peu de courage, un peu une autre vision des choses. Voilà, que oui, c'est possible. Faut lâcher prise, en fait, c'est ça. Exactement. Juste pour dire, quand je suis venu en Israël, parce que ça a l'air facile en disant oui, mais lui il a un métier, tout le monde dit oui, c'est plus vert dans le jardin. Mais quand je suis arrivé, j'étais pas reconnu, je ne savais pas qu'on allait me reconnaître médecin. J'étais prêt à travailler la terre si on ne me reconnaissait pas en tant que médecin. Et je me suis dit, c'est pas grave. Vous poussez le bouchon un peu loin quand même. Ah oui, je me suis dit, je ferai autre chose, mais il faut que je sois là. Et quand vous avez cette détermination... Et c'était pas prémédité, c'est quand même dingue. Non, vraiment pas. Il est fort, Shalom. Ah, il est extraordinaire. Allez, merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.